Merci beaucoup, Monsieur Lacoma. Je suis très heureux d'accueillir Madame Tribel, qui vient d'Allemagne et qui vient de Firearms United et de l'association allemande des possesseurs d'armes et qui a co-organisé avec nous cette grande manifestation. Frau Triebel betreibt Madame Triebel gère une entreprise qui produit des armes depuis 4 générations et elle est certainement l'une des meilleures expertes allemandes de la question. Madame Triebel, vous avez la parole. Yeah, I tried to speak in English and please. Je vais tenter de parler anglais. Soyez gentils avec moi si j'ai fait des erreurs. Quand j'ai vu la proposition, je me suis dit, mais où est l'évaluation de l'impact? Et j'ai attendu de voir si quelque chose arrivait, rien n'arrivait. Donc en septembre, j'ai essayé moi-même de faire une étude d'impact en fonction des données disponibles. Alors d'abord, j'ai pris le manuel européen des lignes directrices pour une étude d'impact. Vous trouvez un site et sur ce site, vous trouvez un petit manuel de 31 pages. J'ai étudié toute la littérature disponible auprès de la Commission. J'ai vu l'évaluation de 2014 et d'ailleurs j'ai été interviewé moi-même sur les propositions en décembre 2014. Donc en principe, les études d'impact doivent être réalisées avant la présentation d'une proposition. Il y a d'ailleurs une autre étude qui a été réalisée cette année, publiée cette année pour 600 000 € et on m'a interviewé également. Et il y a des pages et des pages donc d'études qui sont disponibles. Des pages qui ont été financées par la Commission, donc par le contribuable européen. Alors, quand on fait une étude d'impact, on commence par se demander quel est le problème. Et la Commission nous dit les dernières attaques terroristes ont été coordonnées par-delà les frontières. On veut retirer les armes des mains des terroristes et l'on veut empêcher donc la libre circulation d'armes susceptibles d'être utilisées pour des attentats. Bon, cet objectif, tout le monde va le partager, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord? Alors pourquoi est-ce que l'Union européenne devrait agir? Désolé, je n'ai pas de télécommande. Parce que les gangsters et les terroristes porteurs d'armes, évidemment, traversent les frontières. Et donc il faut une collaboration transfrontière et une législation qui s'applique aussi par-delà les frontières. En fait, les négociants, les trafiquants, les gangsters ou terroristes traversent les frontières de manière illégale, évidemment, pour l'essentiel, et il faut une législation qui permette d'endiguer le phénomène. Alors, du côté de la Commission, M. Keane a dit « Je suis tout à fait enthousiaste vis-à-vis de la position de la Commission et j'espère que nous trouverons un accord rapidement, un accord qui réduira la circulation d'armes automatiques et de semi-automatiques converties, reconditionnées, de manière à respecter toutefois leur utilisation légitime dans les différentes catégories concernées de la société. » Alors bon, parmi ces utilisations légitimes, il y a
les collections, les collectionneurs. Il y a dans l'Union des gens qui ont acheté des armes neutralisées, des armes de parade. Monsieur Petroni est un collectionneur, il a un permis pour chaque arme achetée, il ne trafique pas. Il achète les armes de manière tout à fait légale, les armes qu'il collectionne. Donc ça fait une sacrée différence avec les gens qui trafiquent les armes de manière clandestine. Alors Monsieur Alexis, tout à l'heure, disait que les armes à feu militaires sont conçues pour tuer des gens. Les armes à feu sont dangereuses. Alors, il y en a de plus en moins dangereuses, évidemment. Mais il a répondu à un mail d'un de nos amis qu'il y avait eu ces 10 dernières années 10 000 homicides commis avec des armes détenues légalement. Monsieur Marini, qui était l'auteur du plan d'action de 2014, lui parlait de 5 000 victimes d'armes à feu légales par an. Monsieur Alexis, lui, a avancé 10 000. En 10 ans, ça fait 1 000 par an. Et bon, à force de baisser les chiffres, on est à 8 ou 900 aujourd'hui par an. Quelqu'un d'autre a avancé le chiffre de 63 000 homicides commis à l'aide d'armes légales. Mais il n'y en a que 66 000 dans toute l'Europe. Et toutes n'étaient pas, tous ces homicides n'ont pas été commis avec des armes à feu. Donc je pense que ces chiffres sont vraiment sujets à caution. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'a dit Mme Bieńkowska en mai 2016. Ici, au Parlement européen, elle a dit, au cours des 10 dernières années, des centaines de milliers de personnes ont été tuées avec des armes semi-automatiques qui avaient été conservées légalement chez des particuliers, chez des individus. Alors pour elle, finalement, tous les homicides sont commis avec des armes à feu légales et avec des armes semi-automatiques, puisque vu les chiffres qu'elle a agrégés, on arrive, il n'y a pas 100 000 cas problématiques, il n'y a même pas 60 000. Comme M. Lacombe l'a dit, les armes légales sont très rarement utilisées pour commettre des crimes. Les homicides ont baissé de 50% au cours de la décennie écoulée. 70% des homicides sont commis avec des armes à feu légales, mais aussi illégales. Alors, il faut rétablir la réalité des chiffres. Voilà, tous les homicides sur une année, entre 2012 et... en 2012, pardon, dans l'Union européenne. Alors vous avez les armes illégales, qui de toute façon ne seraient pas impactées par la directive, et puis il y a ce petit cône rouge au sommet, 50 à 150 homicides dans l'Union européenne commis avec des armes détenues légalement. Et surtout dans des cas de crimes passionnels, dans des affaires de conflits domestiques. Et puis bon, on ne précise pas d'ailleurs avec quoi, ça peut être avec un couteau aussi, étouffer quelqu'un avec un oreiller ou avec une corde. Il
il y a très peu de cas avec des armes de catégorie C ou D. Et d'ailleurs là, je ne vois pas d'armes semi-automatiques. Enfin, je ne vois pas en quoi une arme semi-automatique, à la lumière de ces statistiques, serait dangereuse si elle était détenue par un propriétaire qui la détient légalement. Excusez-moi. If a law could prevent Si une loi pouvait empêcher le terrorisme, eh bien, les attentats de Paris, de Bruxelles ou d'Anspar n'auraient pas eu lieu. En 2012, on avait mis au point une directive qui est entrée en vigueur en 2015, qui portait sur les explosifs. Directive qui a coûté 40 millions d'euros. En fait, tous les explosifs doivent être enregistrés à un explosif légal. Et toutes ces contraintes administratives, ces 40 millions d'euros n'ont jamais empêché donc d'attentats, et certainement pas à Paris ou à Bruxelles. Alors, est-ce qu'on pourrait empêcher les crimes commis avec des armes à feu par la loi? Encore 2 minutes? Bon, d'accord, écoutez, vous avez tout sur le site de toute façon. On va passer les diapos en revue rapidement. Allez-y, allez-y, allez-y. Stop. Revenez en arrière. Une diapo. Encore une. Non, encore une. Voilà. Vous avez dit que toutes les mesures proposées étaient fondées sur les études et notamment la grosse évaluation du mois de décembre. Qui a débouché d'ailleurs sur 9 recommandations, notamment celle citée par Mme Charanzova, et nous les respectons, pour les armes neutralisées, pour la commercialisation des parties essentielles et des lignes directrices aussi pour les pistolets d'alarme, ou les armes d'alarme. Et puis une réduction de la bureaucratie pour le marché licite. Ce que vous nous avez pas dit, c'est que l'évaluation a dit qu'on avait besoin de davantage d'indications sur la conversion des armes semi-automatiques, des NUGUS, justement, du recensement des crimes et délits, notamment. Et en mai, nouvelle étude où il est dit que les armes détenues légalement peuvent être dissuasives. Ça peut dissuader les criminels. Alors, au fond, avec une étude, il y a 3 options, et l'option la plus évidente, c'est d'avoir un scénario de base. Que se passera-t-il si l'on ne fait rien? Alors voilà les options qui figurent dans l'étude, je ne les ai pas inventées. Et vous voyez les options suivantes. Proposition de la Commission, résultat du trilogue, et notre solution préconisée par Firearms United. Nous préconisons de mettre en place des dispositions qui empêchent tout échappatoire pour que toutes les armes soient bien enregistrées. De toute façon, nous ne sommes pas contre le retrait d'une autorisation de détention d'armes en cas de condamnation. Par exemple, si quelqu'un est condamné pour meurtre, c'est évident. Alors certains, évidemment, peuvent dire non, oui, une condamnation doit être une interdiction, mais bon, nous voulons qu'il n'y ait plus de faiblesse dans la législation sur les armes d'alarme, et puis nous voulons surtout que l'on finance suffisamment les forces de police pour qu'elles puissent vraiment mettre un terme au marché parallèle des armes, au commerce illégal des armes.